En 2011, un nouvel État est né sur le continent africain, la République du Soudan du Sud. C'est la deuxième fois depuis les indépendances africaines des années 60. La première fois, c'était lorsque l'Érythrée s'est séparée de l'Éthiopie. Alors cette indépendance s'est faite après un long processus de violence et de guerre civile entre le gouvernement central de Khartoum et le mouvement sécessionniste du Sud. Donc voici l'histoire de la naissance de ce nouvel État africain. Voici une carte politique du continent africain. Voici le Soudan. Avec une superficie de 2,5 millions de kilomètres carrés, c'est le plus vaste des États d'Afrique avant la partition. Car le 9 juillet 2011, le pays se divise en deux. On voit sur notre carte où passe la ligne de partition, qui donne alors naissance à un nouvel État, le Soudan du Sud. Contrairement à la frontière de l'Érythrée, qui avait été fixée par les Italiens en 1900, la frontière du Sud-Soudan n'a jamais existé à l'époque coloniale en tant que frontière internationale. Donc ce nouveau tracé ne tient pas compte du principe qui avait été établi en 1964 par l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, qui avait décidé de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Donc l'indépendance du Soudan du Sud remet en cause le principe de l'OUA. Rapprochons-nous de ce nouveau pays. Le Sud-Soudan a pour voisins 6 États. Le Soudan au nord, donc, l'Éthiopie à l'est, le Kenya, l'Ouganda, la République démocratique du Congo au sud, la République centrafricaine à l'ouest. Donc premier constat, un pays enclavé, sans accès à la mer, ce qui est déjà une forte contrainte pour le commerce. La superficie de ce nouvel État est de 620 000 km², soit près de un quart de l'ancien Soudan, et la capitale est Juba. Le pays est doté pour le moment d'une constitution provisoire, mais il s'agit d'une république à régime fédéral composé de 10 États. Mais alors, pourquoi cette partition? Alors, pour comprendre le processus qui a conduit à l'indépendance, il faut remonter loin dans l'histoire. D'abord, c'est passionnant. Ensuite, la profondeur historique permet de mieux mesurer ce qui fabrique de l'unité ou de la division dans la construction d'un État. Voici le Nil et ses 6 cataractes. Sous l'Antiquité, les régions comprises entre la première et la 6e cataracte étaient connues sous le nom de Nubie, et de nombreux royaumes se sont établis sur ce territoire. On peut repérer les plus importants. Au IVe siècle après Jésus-Christ, en amont de la première cataracte, d'abord le royaume de Méroé s'étend de Philae au nord, à Sénar sur le Nil bleu au sud, et jusqu'à Latbara à l'est. Ce royaume de Méroé est à l'origine de la culture dite méroïtique, doté de sa propre langue et même de sa propre écriture. Au VIe siècle après Jésus-Christ, les 3 royaumes qui succèdent à Méroé, Nobati, Makuri, Alodi, sont christianisés. Mais en 640, la conquête de l'Égypte par les Arabes sépare ces royaumes nubiens de l'empire byzantin d'Héraclius, c'est-à-dire du reste du monde chrétien. Et de plus, étant au voisinage du califat omeyyade, ils sont ensuite arabisés et islamisés. Au XIVe siècle, le royaume de Makuri est envahi par les Mamelouks égyptiens. De 1250 à 1517, cette dynastie d'esclaves musulmans affranchis règne sur l'Égypte jusqu'à sa défaite devant les Turcs ottomans. Et quant au royaume chrétien d'Alodi, au sud, il laisse la place au XVIe siècle au royaume musulman des Founj. Il s'étend de la 3e cataracte jusqu'à la frontière éthiopienne et sa capitale se situe à Sénar. Alors pourquoi vous donner toutes ces précisions historiques? Eh bien parce que cette limite sud du royaume musulman des Founj marque la limite méridionale de l'islamisation dans les territoires qui forment le Soudan. Les clivages religieux sont donc très anciens au Soudan, inscrits dans l'histoire comme dans les territoires, et cela explique une partie des tensions actuelles. Et par ailleurs, l'unité et la formation du Soudan sont des constructions politiques récentes. Au début du XIXe siècle, les Ottomans reconnaissent le gouverneur d'Égypte, Mehmet Ali, comme pacha. Celui-ci fonde une dynastie indépendante, puis à partir de 1820 conquiert le territoire soudanais. Mais cette occupation égyptienne du Soudan entraîne à partir de 1881 des agitations politiques et religieuses, et elles sont conduites par un homme qui se présente comme le Mahdi, que l'islam annonce comme le sauveur qui doit apparaître à la fin des temps. L'État mahdiste tient tête aux Britanniques qui occupent l'Égypte après 1882. Il survit à la mort de son fondateur pour être finalement vaincu en 1898 par les troupes anglaises.
Donc en 1899 est établi le condominium anglo-égyptien sur le Soudan. Le pays demeure sous souveraineté égyptienne, mais il est de facto contrôlé par les Britanniques, qui gèrent les 8 provinces du pays en 2 entités différentes. Pour empêcher le retour du mahadisme, les Britanniques gouvernent les 6 provinces du Nord en cherchant l'appui des élites arabophones musulmanes. En revanche, dans les 2 provinces du Sud, ils adoptent un mode de gestion minimaliste en s'appuyant, cette fois, sur les communautés tribales chrétiennes et animistes comme celles des Dinka, des Nuer ou des Chilouks. La proclamation de la République en Égypte en 1952 va favoriser l'accession du Soudan à l'indépendance. Elle devient effective le 1er janvier 1956, avec Khartoum pour capitale. Le découpage en provinces est maintenu, tout comme la délimitation entre le nord et le sud. Alors à quoi ressemble ce Soudan de 1956 ? On note avant tout une grande diversité ethno-linguistique et religieuse. Regardons les principaux groupes. Près de la moitié de la population parle une langue sémitique, l'arabe, principalement dans le Nord-Soudan. Ensuite, il y a les populations de langue couchitique au nord-est, les Béjas, et puis des peuples de langue nilo-saharienne. Au Nord-Soudan, les Agawa et les Fours qui peuplent la région du Darfour, ainsi que les Nubiens. Et au Sud-Soudan, les peuples Nuer, Chilouk, Bari, Azande et les Dinka, qui constituent le groupe ethno-linguistique le plus important. Regardons maintenant comment se répartissent les appartenances religieuses. Le nord du pays est majoritairement peuplé d'Arabes nomades, ils sont musulmans, et au sud on trouve en majorité des populations noires, animistes et chrétiennes. Alors exprimé en chiffres, cela donne une population soudanaise répartie ainsi: 82% de musulmans, 11% d'animistes, 7% de chrétiens, ces religions étant très souvent pratiquées dans un grand syncrétisme. Dès l'indépendance, des affrontements éclatent entre les autorités de Khartoum au nord et les populations du sud. Cette première guerre civile prend un tournant en 1964, lorsque le gouvernement soudanais tente d'arabiser et d'islamiser l'ensemble du pays, et en particulier le sud, majoritairement animiste et chrétien, on vient de le voir. L'opposition sudiste s'organise, le mouvement de guérilla des Anyanya amorce des actions insurrectionnelles contre le gouvernement de Khartoum. En 1972, à Addis Abeba, un accord de cessez-le-feu met fin au conflit. Le Sud devient une région autonome, dotée d'un gouvernement et de compétences accrues. Mais la peine ne dure pas, car d'autres facteurs viennent creuser un peu plus le fossé entre les autorités centrales et les populations du Sud. En 1983, le gouvernement de Khartoum veut diviser la région du Sud en 3 régions et imposer la charia sur l'ensemble du territoire afin de recentrer son pouvoir. Et d'autre part, c'est à partir des années 80 que l'on découvre du pétrole dans la région. Or, l'essentiel des ressources sont au sud, mais c'est le nord qui capte les bénéfices tirés de l'exploitation sans procéder à la redistribution. La rébellion du Sud s'organise autour de l'Armée populaire de libération du Soudan, la SPLA, dirigée par John Garang, qui est un Dinka. À l'époque, l'objectif, ce n'est pas l'indépendance du Soudan du Sud, mais plutôt une autonomie accrue. Et la guerre qui oppose Khartoum au SPLA, qui est soutenue dans la région par l'Éthiopie, l'Érythrée et l'Ouganda, va durer 20 ans. Elle entraîne le déplacement de près de 4 millions de personnes et provoque la mort de près de 2 millions de personnes. Au début des années 2000, la crise du Darfour est largement relayée par les médias et elle porte le Soudan sur le devant de la scène internationale. Donc la donne change avec la pression internationale et notamment américaine. Au Darfour vivent des ethnies islamisées mais non arabophones, comme les Fours et les Massalites. Des miliciens arabes, les Janjaouides, soutenus par Khartoum, attaquent les villages du Darfour pour chasser les populations et prendre leurs terres. Et après 2003, l'armée du régime d'Omar el-Béchir mène une guerre interne contre les mouvements sécessionnistes dans la région. Dans ce contexte de pression internationale, en 2005, le gouvernement de Khartoum et l'armée populaire de libération du Soudan, de Garang, signent un accord de paix global qui tout à la fois met un terme au combat, attribue une plus large autonomie au Sud-Soudan et prévoit la tenue d'un référendum sur l'autodétermination de la région. Il est prévu dans l'accord entre les 2 parties
que les revenus de l'exploitation du pétrole, jusqu'ici captés par le gouvernement de Khartoum, au nord, doivent revenir pour moitié au sud. Le référendum s'est donc tenu en janvier 2011. Vous voyez ici le bulletin de vote. Les Sud-Soudanais étant invités à poser leur empreinte de doigt pour indiquer leur choix, car 73% de la population adulte y est analphabète. Donc la population a voté à près de 99% pour l'indépendance de la République du Soudan du Sud, qui est devenue officielle en juillet 2011. Donc vous le constatez, une quasi-unanimité pour ce référendum, et ce, au terme d'un processus de séparation long et violent, dû à des clivages ethno-linguistiques et religieux, mais aussi des manipulations politiques nombreuses. Alors dans un prochain numéro, nous ne parlerons plus du passé, mais de la viabilité future de cet État, le Soudan du Sud, et puis nous réfléchirons à la stabilité des frontières africaines. Alors vous pouvez revoir cette émission sur le site d'Arte, sur Arte plus 7, pendant 7 jours, gratuitement. Je vous conseille le livre de Marc Lavergne, Le Soudan contemporain, édité par le CERMOC et les éditions Cartala. Et puis je vous conseille de lire ou éventuellement de découvrir la revue 21. C'est une excellente revue qui a une approche du monde tout à fait comparable à la nôtre. Le numéro d'avril 2012 parle de nos cousins d'Europe, comment est vécue la crise en Europe. Donc la revue 21.